Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT des territoires. Cette crise sanitaire a changé bien de nos comportements, notamment avec, vous allez le voir dans ce reportage, une nouvelle façon de faire nos courses. En effet, une arche de désinfection pour les chariots de supermarché est née. L'entreprise s'appelle L'Arbaletier. Elle a imaginé et conçu un dispositif à Fontaine-les-Grès et plusieurs enseignes auboises l'ont déjà adopté. La société industrielle a déjà reçu plus d'une centaine de commandes en 2 semaines. Un intérêt suscité jusqu'à la Corse, vous allez voir. Les gérants de l'entreprise auboise espèrent surtout que son usage perdurera au-delà de cette crise sanitaire. Un reportage de Canal 32 dans l'Aube sur place. Regardez. Au-delà de la crise sanitaire du Covid, cette arche de désinfection pourrait s'installer durablement dans les lieux accueillants du public. Conçus et assemblés dans l'Aube, les 3 prototypes comme celui-ci ont immédiatement séduit. C'est plus hygiénique et puis au moins un peu moins de risques. Il suffit de pousser le chariot en dessous, ça se désinfecte tout seul et franchement il n'y a pas de contrainte à rien. C'est simple utilisation, on l'a vu avec les gants et les masques. Ça au moins c'est pas producteur de déchets. La barre d'un caddie c'est ce qui est le plus porteur de différentes choses. C'est bien actuellement mais ça sera forcément bien aussi par la suite. Comme aujourd'hui les plexiglas sur les caisses en réalité, c'est même dommage qu'il ait fallu qu'il y ait cette forte problème sanitaire pour qu'on pense à des choses comme ça. Concevoir des solutions sur mesure pour les grandes surfaces et boutiques, c'est le cœur de métier de l'entreprise L'Arbaletier. Implanté à Fontaine-les-Grès, sur les 25 000 m² d'atelier, un espace vient d'être aménagé pour la production en série de cette arche. Il y a encore une semaine, cet atelier n'existait pas. Vous voyez, il est en cours d'aménagement et nous avons dédié une place de 1000 m² pour ce nouveau produit, pour qu'on puisse produire environ 10 machines à la journée. Vous avez d'autres alternatives à l'heure actuelle où ce sont les magasins qui passent les chariots dans des sas de désinfection. Vous ne savez pas entre-temps ce qui s'est passé. Donc pour nous, c'était primordial que le client soit acteur dans cette démarche de sécurité. Un bidon de 20 litres permet la désinfection de 2000 chariots. Avec un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros, L'Arbaletier emploie 150 salariés et intervient partout en France. Ici, cette arche est perçue comme une production supplémentaire et à long terme. Ça nous permet de garder le contact avec nos clients et surtout de leur montrer que nous sommes à leur côté pour trouver des solutions sécuritaires. Ce n'est pas seulement pour lutter contre le Covid, mais aussi pour lutter contre toutes les bactéries qui nous embêtent tout le temps, à savoir la grippe, la gastro-entérite. Il faut que ça devienne une habitude pour le consommateur. Le coût de cet équipement oscille entre 2 600 et 3 500 euros. L'Arbaletier peut effectuer sa mise en service partout en France. Nous partons à présent dans les Vosges, dans ce Grand JT des territoires. Le 18 mars dernier, les archives départementales des Vosges ont pour la première fois demandé directement aux Vosgiens et aux Vosgiennes de raconter leur vécu durant cette période de confinement. L'appel a été lancé sur les réseaux sociaux sous le hashtag Mémoire de confinement. Il sera repris dans d'autres régions de France et notamment par les archives nationales du monde du travail. Via Vosges était sur place pour nous raconter cette mémoire du confinement. Regardez. Elles sont légèrement sorties de leur rôle originel. Les archives départementales des Vosges ont pour la première fois demandé directement aux Vosgiens et aux Vosgiennes de raconter leur vécu durant la période de confinement. C'est au 3e jour, le 18 mars, que l'appel a été lancé sur les réseaux sociaux avec le hashtag Mémoire de confinement repris dans d'autres régions de France. Résultat, une centaine de témoignages ont été envoyés. Ils retracent étape par étape la crise sanitaire. C'est des témoignages que d'habitude on ne collecte absolument jamais et qu'on n'a pas dans nos collections. La première phase, un petit peu de découverte, de peur, d'angoisse, et puis ensuite le phénomène qui s'installe dans la durée, et puis ensuite, à partir du déconfinement, déjà beaucoup de prudence, ça on le voit dans les messages, les Vosgiennes et les Vosgiens qui nous ont écrit, majoritairement, sont plutôt très prudents. Photos, vidéos et autres enregistrements sonores vont ainsi constituer la mémoire de la vie quotidienne d'une cinquantaine de Vosgiens. Ont participé des personnes qui, pour la plupart, n'ont pas l'habitude d'écrire, et le thème qui revient souvent, c'est bien le rapport à la nature. Les Vosgiennes et les Vosgiens, déjà, sont contents de vivre sur leur territoire parce qu'il leur permet de sortir sans risque sanitaire. Donc les gens peuvent profiter davantage de la nature. Et puis aussi, la nature se rapproche. Ils ont des contacts plus fréquents avec les animaux. Ce travail qui pourrait servir aux sociologues et historiens, les archives du département des Vosges réfléchissent déjà aux différentes manières de le présenter. Peut-être une exposition, peut-être une convention avec le Muséum du Covid, qui est une institution numérique
qui collecte l'ensemble des témoignages de confinement et on peut penser que la mémoire des Vosgiens sera pleinement présente et exploitée au niveau mondial grâce à ce muséum du Covid. Dans les Vosges, la collecte numérique peut être complétée par des témoignages sur papier, de quoi ravir ceux qui voudraient prendre la plume et voir leurs écrits être conservés pour l'éternité. Ils sont cotés, inventoriés. Voilà, c'est Écolo et cette entreprise française que vous allez découvrir maintenant, on est le leader mondial. Et si vous utilisiez de la peinture issue de coquilles Saint-Jacques, c'est le pari de AlgoPaint, entreprise implantée en Ille-et-Vilaine, à Verges-sur-Seiche précisément. La peinture biosourcée issue des coquilles vides est plus résistante et plus écologique, comme nous l'explique ce reportage des équipes de TVR à Rennes sur place. AlgoPaint, à Vernes-sur-Seiche, avait sorti sa première gamme de peinture biosourcée à base d'algues en 2016. Dans quelques jours, cette société va mettre sur le marché une nouvelle version pour les façades extérieures, grâce à l'ajout de poudre de coquilles Saint-Jacques. La coquille est principalement composée de carbonate de calcium et le carbonate de calcium, une fois que la coquille est bien micronisée, nous permet d'être introduite dans nos peintures et d'apporter une résistance mécanique au film par rapport, je dirais, aux intempéries, aux agressions du temps et du soleil et de la pluie. Après 2 ans de recherche et un dépôt de brevet, AlgoPaint poursuit son aventure sur le marché des peintures biosourcées, les seules dont les résines ne sont pas fabriquées à partir de produits issus de la pétrochimie. Et on voit qu'aujourd'hui, le consommateur est de plus en plus friand et s'intéresse de plus en plus à l'origine des produits et à la composition chimique des produits. AlgoPaint est aujourd'hui leader français des peintures biosourcées et fabrique entièrement ses produits à Vernes-sur-Seiche. L'utilisation de la Saint-Jacques en circuit court va aussi permettre de récupérer et valoriser une partie des coquilles vides qui jusque-là étaient tout simplement jetées après récupération du mollusque par l'industrie agroalimentaire. Voilà, les vacances approchent et pour certains parents, c'est le moment de se préoccuper pour placer leurs enfants en colonie de vacances. En Haute-Savoie, quelles sont les règles sanitaires qui sont en vigueur dans les colonies de vacances et comment se prépare l'accueil des enfants sur place ? Notre partenaire de 8 Mont-Blanc s'est rendu à Ognon, dans le centre de vacances de Chavannes. C'est un reportage de Clémence Roualde. Regardez. Fermé depuis le 15 mars, le centre de vacances Les Chavannes à Ognon s'apprête à rouvrir ses portes. L'heure est au dernier préparatif pour se conformer au protocole sanitaire. Alors par cette porte, on accède aux chambres des enfants. Et là, c'est un endroit où on a réfléchi avec l'équipe parce que c'est un endroit où vont passer tous les enfants et tous les adultes. Donc tous les points de contact pour nous, on va essayer de les restreindre au maximum. Et cette porte qui est à l'origine une porte coupe-feu restera ouverte de manière à éviter que tout le monde prenne la poignée ou tout le monde touche cet endroit. L'organisation des chambres a été repensée. 3 enfants en temps normal, ils ne seront plus que 2 cet été dans chaque chambre. Par mesure de précaution, un étage sera entièrement dédié en cas de suspicion du Covid-19. Ce sont des chambres qui ne seront utilisées que si un cas de Covid se présente au niveau des enfants. Et donc les enfants seront isolés sur cet étage. Ce centre fait partie des colonies dites apprenantes. Un séjour anglais et sciences y est proposé, mais pas question de parler d'école pendant les vacances. Une colonie de vacances, c'est avant tout des vacances. Et donc, bien sûr, il y aura des séances d'anglais, il y aura du jeu, il y aura différentes activités, il y aura peut-être même du camping cet été. En extérieur, une activité drone sera proposée aux enfants. Malgré le protocole sanitaire, il semble que la colonie ait trouvé ses marques. On est parti sur un protocole très restrictif qui s'est beaucoup allégé. Et aujourd'hui, on souffle un petit peu parce qu'on avait peur que nos colonies de vacances soient un petit peu trop sous la forme de ce qui se passe à l'école ou dans une prison. C'est ce qu'on ne voulait pas faire, justement. Les premiers enfants arriveront le 11 juillet sur le site pour des vacances au grand air. Nous partons en Corse maintenant dans ce grand JT des territoires où l'arrivée des touristes est une nouvelle rassurante pour le secteur de la restauration. L'année dernière, les structures des plages de Calvi avaient été rasées en raison de nouvelles réglementations. Le nouveau cahier des charges a été rempli et les petites paillotes sont facilement démontables maintenant et surtout très écologiques
Comme vous allez le voir, reportage les pieds dans l'eau avec nos équipes sur place de Via Télépaésé. Notre vocation, c'est de construire des maisons d'habitation en ossature bois et dans un second temps des conceptions modulaires, comme les paillotes qui vont être placées sur la plage de Calvi. On a eu un cahier des charges extrêmement précis aux normes sanitaires, les normes environnementales, les normes incendie, les normes de sécurité, les normes d'hygiène, les dimensions, les hauteurs et surtout la donnée esthétique. Vous avez donc été aussi ralenti par rapport à cette crise sanitaire? Encore aujourd'hui, on a des retards sur les approvisionnements, toutes les lenteurs pour les demandes. J'espère que pour la fin de la première semaine de juillet, on sera en mesure d'ouvrir les établissements. Et quel est l'avantage d'une paillote démontable comme celle-ci? Dans l'absolu, une tempête arriverait, en quelques heures, on est capable de démonter la structure et de la poser sur le parking, histoire de sécuriser le matériel, les assurances et de sauver une entreprise. On ne s'attendait pas à ça, on pensait qu'on allait s'en sortir. On nous avait promis des choses, on nous a promis d'autres. À la finalité, on a dû tout raser. On est parti à zéro. Au bout de tant d'années, on se retrouve à devoir investir et repartir sur des crédits. Il va falloir se relever, mais on rentre dans une année difficile avec le Covid au milieu, le retard pris par les entreprises. On est un peu dans le dur là. Est-ce que vous prévoyez un recul de la saison? Le recul de la saison, on est tributaire du temps. Donc le nouveau cahier des charges, comme vous le voyez, on n'a pas de structure fermée. Ils nous ont interdit des structures fermées, des baies vitrées, des toitures fermées. Donc pour travailler après octobre, 15, 20, 25 octobre, on est tributaire du vent. Il y a les tramontanes, il y a le libé, il y a la pluie. On a le staff qui est en attente, tout le monde est prêt. On va bombarder pour être prêt au plus tard vers le 10-15 juillet, si tout se passe bien. Autre région de France, autre plage, direction la Bretagne dans ce grand JT des territoires, avec les algues vertes qui font une apparition tardive en baie de Saint-Brieuc. Une expérimentation est donc lancée dans les champs pour retenir leur nutriment qui est l'azote. Ce grâce à la culture du sarrasin, vous allez le voir. L'opération est financée par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et la région. Plus d'explications chez l'un des agriculteurs qui s'est lancé dans l'aventure avec Mathilde Kemener pour la chaîne TBO sur place. Le blé noir permettra-t-il de limiter les marées vertes? Cette culture a la particularité de retenir l'azote, le nutriment des algues vertes. 4 agriculteurs comme ce fromager ont décidé de participer à une expérimentation lancée par le pays de Saint-Brieuc. C'est quand même nouveau, c'est d'intérêt au niveau... ça demande très peu d'engrais, pas de rejet du tout, quasiment dans les rivières. Cette expérimentation intéresse aussi la crêperie Jarnoux, implantée à Lamballe. Elle fabrique environ par an 500 000 crêpes et galettes et souhaite s'approvisionner davantage en blé noir local. Le premier, c'était vraiment d'intégrer cette expérimentation pour montrer que le blé noir peut être relocalisé. Mais oui, nous, on cherche toujours à se fournir en matières premières locales dans la région. On le fait pour le lait, on le fait pour les œufs. Plus on peut être proche de notre site de production, mieux c'est. À ce jour, 310 agriculteurs bretons se sont lancés dans cette culture. La production régionale représente environ 20% du blé noir consommé en France. On va dire que nous, c'est une niche, en fait, le blé noir en Bretagne. Parce que c'est quand même une culture qui est assez compliquée. Même si elle est simple, on la sème, on ne traite pas parce qu'on garantit sans résidus de pesticides, elle a quand même des caractères techniques qui fait qu'on doit réussir son semis. Et le point le plus important après, c'est la récolte. Verdict en octobre, lors de la récolte du blé noir. On saura alors si cette culture va regagner le cœur des agriculteurs et s'implanter de façon durable en pays de Saint-Brieuc. Voilà, tout à fait autre chose dans l'actualité de ce grand JT des territoires. Les cures thermales ont de très nombreux adeptes et après 3 mois de fermeture, la cure Saint-Éloi, vous allez le voir en Moselle, accueille à nouveau des curistes. Pour une réouverture optimale, les employés ont bien sûr suivi une formation de prévention des risques liés au Covid-19 et un protocole sanitaire drastique réorganise tout le parcours de soins. Elle est classée 8e de France, la cure thermale d'Amnéville. Elle espère voir revenir au plus vite des curistes. C'est un reportage de nos confrères sur place de Via Mirabel. Regardez. Confinée plus de 3 mois, la cure thermale d'Amnéville accueille de nouveau des clients. Dès l'entrée, le port du masque est obligatoire et la température des curistes contrôlée. Sur les 11 000 m² de l'établissement, distanciation physique et lavage des mains rythment les déplacements des patients. Des mesures sanitaires drastiques qui ont un coût.
C'est de l'ordre de 100 000 euros quand même. Voilà. Maintenant, vous me direz que la santé et la sécurité sanitaire n'ont pas de prix. Donc on s'y prête de volontiers dans un contexte financier. Donc depuis le 14 mars, c'est 0 argent. Une situation aggravée par la limitation du nombre de curistes et des inquiétudes quant à leur retour progressif dans l'établissement, si bien qu'à ce jour, seul un quart du personnel a repris le travail. Évidemment, je serais la plus heureuse de pouvoir faire rentrer tout le monde, ce qui n'est pas le cas, mais c'est aussi c'est dans une vision à long terme. Si là, je fais rentrer tout le monde et qu'il n'y a personne, évidemment, dans une semaine, on ferme la porte. Validé par l'Agence régionale de santé, le nouveau parcours de soins de la cure Saint-Éloi semble rassurer les patients. Privés des bienfaits de l'eau thermale lors du confinement, 80 curistes, souffrant d'affections rhumatologiques ou des voies respiratoires, se sont précipités à Amnéville, et ce, dès la réouverture du site. J'en ai vu certains où il y a eu des réveils de douleur qui étaient importants, ils ont repris plus de médicaments et étaient plus gênés. Ils ont dû avoir recours certainement à leur rhumatologue, ou ils ont dû avoir eu des infiltrations, des choses comme ça en plus, oui, avec une augmentation de la consommation médicale. Agréée par le ministère de la Santé, la cure thermale d'Amnéville espère voir revenir au plus vite ses patients. L'année dernière, elle avait accueilli et soigné 16 400 curistes. Nous continuons notre tour de France de l'actualité dans ce grand JT des territoires et nous partons à présent dans les Yvelines. La première phase du nettoyage de la décharge sauvage de Carrières-sous-Poissy a commencé en janvier dernier là-bas. Déjà 65% des déchets ont été nettoyés sur un espace de 3,7 hectares. Cette opération est le résultat d'une collaboration de l'État, des différentes collectivités territoriales et des 3 entreprises mandatées. Lors du premier bilan, un reportage de Nicolas Dandry et de Patrick Jacques de Dixmude pour TV78, la chaîne des Yvelines. Regardez. Opération nettoyage de la décharge sauvage de Carrières-sous-Poissy, une première phase lancée au mois de janvier 2020 avec déjà 65% de l'amas collecté. Spécialisée dans le recyclage des matériaux, l'entreprise Pichetta, filiale du groupe Colas, est chargée de trier et revaloriser les déchets, notamment avec cette plateforme de tri. Dans la plaine, on va effectuer un premier tri, ce qui va nous permettre de séparer les gros éléments, donc tout ce qui est là, qui ne va pas pouvoir être valorisé. La partie 30-80, donc c'est ce tapis-là, sur lequel on a installé un aspirateur, donc qui va aspirer les éléments légers. Ensuite, le reste passe sur le tapis central, tombe dans le banc de tri. Donc à l'intérieur de la cabine, il y a un tapis principal, 4 personnes qui sont, 2 et 2 de chaque côté, et qui vont trier. Le département a sélectionné 3 entreprises dans le cadre de cette opération, avec une mission de surveillance et de pose de clôture pour protéger cet espace. Un investissement d'1,5 million d'euros de l'État et du conseil départemental. Vous avez là la démonstration que quand il y a coordination et volonté de la part des acteurs publics, lorsqu'ils y mettent les moyens, ils arrivent à des résultats spectaculaires. Nous voulions voir le résultat du travail collectif de divers acteurs publics et privés. Je parle des entreprises et d'acteurs publics, c'est le conseil départemental, la communauté urbaine, l'EPAMSA, qui est un établissement public de l'État, je le rappelle, et l'État. Tout à l'heure, le président a prononcé le chiffre de 800 000 euros que nous devons à l'engagement du préfet de région Île-de-France. Une deuxième phase de nettoyage va être lancée au mois d'août 2020. Objectif, dépolluer 75% de la plaine de déchets d'ici à la fin de l'année. Un projet d'aménagement d'un espace naturel protégé en cours de réflexion est prévu une fois la dépollution terminée. Voilà, nous partons dans la Sarthe maintenant avec une belle initiative que nous souhaitions mettre en exergue dans ce grand JT des territoires. Une initiative solidaire due à l'association Tarmac sur place. Leur idée, c'est prendre en location des logements appartenant à des bailleurs propriétaires privés. L'association héberge ensuite les personnes en situation précaire en s'assurant de leur suivi. Toutes les explications avec nos confrères de LMTV Sarthe. Cette clé, c'est le symbole d'un nouveau départ. La fin d'une période compliquée pour cette jeune femme qui recherchait un appartement depuis 2 ans. J'ai un enfant, moi aussi, donc il faut aussi que je commence à débuter, à m'envoler. Depuis décembre dernier au Mans, une vingtaine de personnes ont évité la rue grâce à l'initiative solidaire Un regard, un sourire, un toit et l'association Tarmac. C'est le cas de Jonathan et sa compagne qui ont passé 5 mois sans domicile fixe. On peut repartir sur de bonnes bases et puis c'est un nouveau départ, c'est une libération, c'est une grosse libération. Je les remercie parce que sans eux,
J'aurais pu durer encore longtemps à la rue, voilà, même si on pouvait payer un loyer, etc. Mais c'est compliqué de trouver un appartement quand on sort de la rue et trouver un propriétaire qui veut bien nous faire confiance. Pour contourner cette difficulté, l'association Tarmac fait tampon entre le résident et le propriétaire. L'association paye le loyer et l'habitant rembourse l'association. C'est se dire, mais est-ce que nous aurons toujours des loyers dans nos logements, puisque ça représente un investissement, ce type de démarche. Et en fait, on a été suffisamment sécurisé, la confiance est installée, et donc on s'est dit, allez, on saute le pas, on y va. Au cours des prochaines semaines, d'autres logements seront aussi mis à disposition. D'ici le 15 juillet, une dizaine de personnes supplémentaires devraient ainsi retrouver un logement. Voilà, c'est un défi un peu fou maintenant que nous vous présentons dans le Grand JT des Territoires. Un défi un peu fou qui prend place sur le bassin d'Arcachon en Gironde, où un coureur a décidé d'en faire le tour. Cela comprend donc aussi une traversée à la nage, une idée qui lui est venue en plein confinement. Autant dire que depuis, l'accès à la plage a été rendu possible et les entraînements se sont enchaînés. Les équipes de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest, l'ont rencontré dans ses derniers préparatifs. Regardez ce reportage. Plus de 3 km de nage et 75 km de course à pied, c'est le défi de taille que se lance Grégory. Autrement dit, boucler un tour complet du bassin d'Arcachon. Moi, ça fait pas mal de temps que je me dis je ferais bien le tour du bassin en courant, parce que pour moi, le sport de prédilection, c'est la course à pied. Sauf qu'il y avait cette partie pour faire le tour qui était la traversée du bassin, parce que le bassin n'est pas fermé, et du coup, traverser en navette, c'était pas dans l'esprit sportif que j'avais. Et du coup, pendant le confinement, je me suis dit, tiens, finalement, ce serait bien de le faire en nageant. Donc je devais quand même vérifier si j'avais la capacité de le faire. Donc dès qu'il y a eu l'autorisation d'accéder aux plages de manière dynamique, je me suis tenté sur la partie natation avec le courant. Et ça a donné le feu vert au projet et j'ai pu me lancer sur le défi. Un défi personnel pour ce coach sportif, plus habitué au marathon et au trail, avec en toile de fond un objectif associatif. Après, il y a forcément la volonté de travailler avec une association. Je voulais travailler avec l'âme de joie. Malheureusement, on n'a pas pu mettre le dispositif de collecte en place. Par manque de temps, je ne pouvais pas repousser non plus le projet à cause de la saison touristique qui arrivait. Mais ce sera qu'une partie remise. Grégory se donne 8 heures pour réaliser ce tour complet du bassin en partant de la jetée de Bélisère au Cap Ferret. Pour sa sécurité en mer comme sur terre, il sera donc suivi sur l'ensemble de son parcours. Voilà, cet été, nous ferons le tour des plages dans le Grand JT des Territoires et nous partons maintenant sur la Côte d'Azur où la saison des plages a enfin redémarré. Regardez ce reportage de Chic TV, de Stéphane Attia et de Bruno Alberti sur place. À Nice, la saison a enfin démarré. Après le renouvellement de sa concession, l'équipe de la plage Beau Rivage, installée sur la promenade des Anglais, nous parle des nouvelles installations qui n'ont pas toujours été simples à réaliser durant la période du confinement. La plage existe depuis 1950. Moi, je l'exploite depuis le 1er août 2005. On a eu le renouvellement, ça faisait 1 an et demi qu'on y travaillait. On a signé en février, je crois. La période du Covid a énormément impacté l'ouverture. Ça a été une période, je vais vous dire, c'est très simple, c'est 100% d'activité en moins. Je ne sais pas si on peut connaître des crises comme ça. On avait un gros programme de rénovation pour 2020, avec des installations très importantes au niveau de l'intérieur, vestiaire, hammam, salle de sport. Donc on a réussi à quasiment faire 60% ou 70% de nos travaux et nous gardons 30% pour l'année prochaine avec une très belle surprise l'année prochaine qui sera un espace tendance avec piscine et bar extérieur qui sera absolument magnifique. On a transformé le négatif en positif. Aujourd'hui on est ouvert, on a une superbe plage. Le nouveau chef de la plage, Alexandre Oliveira, nous a présenté sa nouvelle carte. Le fil conducteur c'était la Méditerranée. Forcément on est sur une plage, donc le poisson, l'huile d'olive, les agrumes, c'est ce qui me correspond le mieux dans ma cuisine, quoi. On sert toute la journée, on a le restaurant où on va servir jusqu'à 16h. En haute période, on peut monter jusqu'à 200-250 couverts. On a aussi la partie lounge sur les matelas. On a notre loup qu'on va cuire avec une flamme, avec un chalumeau directement sur la peau.
On a ce qui va donner ce côté un peu barbecue, le poulpe, la tentacule entière qui est cuite en basse température longuement dans un bouillon qui est vraiment exquise. On retrouve un peu le poisson cru en ceviche, en tartare et toujours cette note d'agrumes qu'on va ajouter. L'atmosphère de cette plage s'inscrit dans un esprit dolce vita. Et le thème, c'est vraiment c'est l'esprit niçois, quoi. C'est la douceur de vivre. Dolce Vita, l'accueil, la douceur de vivre, le plaisir. On entretient toute cette clientèle qui est très attachée à la plage. On a eu des beaux témoignages. Les gens avaient hâte de revenir et ils nous l'ont prouvé dès l'ouverture. Le directeur général, Antoine Attia, a toujours essayé d'innover en préservant l'histoire riche de ce lieu. J'ai essayé, j'espère avoir réussi en partie, à préserver son historique en la mettant dans la modernité en même temps. On a engagé un grand chef, on monte en gamme chaque année, c'est ça mon but. J'aime bien quand je me retourne d'une année sur l'autre me dire c'est encore plus beau que l'année dernière. Je considère que je ne suis là que pour un petit moment par rapport à l'histoire du beau rivage. Elle vivra plus longtemps que moi. Voilà, merci d'avoir suivi cette édition du Grand JT des Territoires sur vos chaînes locales et régionales de la TNT ou sur TV5 Monde. On se retrouve bien sûr pour une nouvelle édition. Au revoir à tous et bon courage.